Et c'est ce que je veux maintenant, un peu plus me lâcher du coup dans la cage et voilà, faire plaisir aussi au public et pas forcément penser qu'à la victoire, faire aussi le spectacle. Pour sortir les Japonais de chez eux, c'est qu'ils ont pris vraiment un gros chèque. Parce que déjà chez eux, ils étaient très bien payés, tu vois. Ce que j'allais de répondre aux gens, ce qu'ils pensent, je m'en fous. Je fais boxe 100%, mais je suis obligé de garder un petit peu le côté MMA parce que j'ai peut-être un combat en décembre. Et c'était impossible que je le laisse s'en tirer comme ça sans lui faire vraiment du mal. C'est une grande première. Jab Live vous propose aujourd'hui sa nouvelle émission. L'idée, un show à la Ariel Elwani, mais à la française. On parlera aux stars, on parlera aux combattants moins connus, mais aussi aux coachs, aux managers, aux amateurs, aux organisateurs. Toutes les portes sont ouvertes pour faire rayonner le combat français. Et pour une grande première, il fallait un casting de rêve et je vous ai réuni ça aujourd'hui dans les studios Ricordia à Nice. Au programme, Manon Fiorot, Saladin Parnasse, Morgan Charrière, Taylor Lapillus et Bilal Chkitou. C'est une grande première. Bienvenue dans Grand End Talk, épisode 1. Et pour cette première de Grand End Talk, je suis honoré et ravi d'avoir Manon Fiorot avec moi pour entamer cette belle série d'émissions et ce casting de rêve pour la première. Merci Manon d'être là déjà, comment ça va ? Merci à toi, ça va très bien. Ouais, c'est la première fois depuis 2 mois qu'on se parle aussi et ce combat contre Valentina à Montréal pour la ceinture. Déjà, juste petite question un peu là-dessus, mais t'as digéré, comment t'analyses avec ces 2 mois de recul ce qui s'est passé à Montréal ? Oui, je te cache pas que ça a été super compliqué. Après la défaite, il y a eu vraiment, j'ai mis au moins 2 semaines vraiment à m'en remettre. Après, c'est toujours difficile, mais voilà, maintenant j'essaye d'aller de l'avant. Et surtout, ce combat, je pense qu'il m'a appris quand même beaucoup de choses, parce que c'est vrai qu'on apprend quand même plus d'une défaite que des victoires. Donc ça a été un des combats où j'ai appris le plus de choses sur moi, sur ma technique, sur ma façon de m'entraîner. Mais voilà, maintenant ça va mieux et surtout j'ai ce nouveau combat, donc on peut repartir de l'avant. Ouais, t'en as retiré des choses que tu feras différemment si ça doit se refaire un title shot plus tard. Ouais, carrément. Il y a plein de choses que je dois changer, je pense, dans la façon de m'entraîner et même dans ma préparation, dans tout, je pense. Et c'est vrai que ce combat, il m'a vraiment appris en fait beaucoup de choses. Et on va avoir l'occasion justement de voir aussi tout ça, puisque tu reviens dans la cage, tu l'as dit là. On rappelle, 18 octobre, ce sera à Vancouver, chez la Canadienne Jasmine Jasudavicius. J'ai bien répété pour pas botcher le nom. Ce combat, déjà, quand on te l'a proposé, tu as tout de suite dit ok, c'est un bon match-up, j'y vais, let's go à Vancouver. Oui, de suite. De toute façon, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. En fait, dès qu'on nous propose un nom, on a toujours dit oui. Et je pense que c'est un bon match-up. Elle est solide, elle est sur une série de victoires. Donc ça, c'est toujours bien. Et ce style-là, c'est un style que je connais pas mal quand même. C'est genre de lutteuse, elle avance beaucoup. Et je pense que c'est un bon combat, en tout cas, pour revenir là après. Ouais, son style, elle est très agressive, elle donne beaucoup, elle est très généreuse dans la cage. Ça peut te convenir, ça, t'aimes bien ? Ouais, je pense que ça peut être un bon combat, peut-être l'occasion de revenir avec un finish. En tout cas, c'est ce que je vais essayer maintenant et c'est ce que je veux maintenant, un peu plus me lâcher du coup dans la cage et voilà, faire plaisir aussi au public et pas forcément penser qu'à la victoire, faire aussi le spectacle. C'est à Vancouver, je le disais. La semaine d'après, il y a l'UFC à Abu Dhabi, le 321, où on aura notamment Cyril Gane contre Thomas Spinal. Gros rendez-vous pour le MMA français. T'aurais aimé, je sais que t'as un bon rapport avec Abu Dhabi. On a sur la table pour le coup une de tes ceintures de l'UAE Warrior. T'aurais aimé plutôt être à Abu Dhabi qu'à Vancouver ? Oui, en fait, au début, c'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait revenir pour Abu Dhabi. Après, on nous a proposé Vancouver. C'est sûr qu'on va pas dire non, mais c'est vrai que j'aurais préféré être sur cette carte. Mais voilà, après on accepte tous les combats, c'était un peu avant, c'était Vancouver, je commence à avoir l'habitude du Canada, donc ça va aussi. Ouais, on va y revenir parce qu'il y a une prépa qui s'annonce pour le coup là-bas. Ce sera comme main event ou main event à mon avis, vu les classements de vous deux et le classement de Jasmine. Je sais que t'aimes bien les salles hostiles, je me rappelle d'Atlantic City avec Erin Blanchfield, c'est aussi un truc où tu t'es dit vas-y let's go parce que je sais que je suis bien mentalement dans ce genre d'ambiance en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Voilà, je connais ça et c'est vrai que j'ai l'habitude de performer quand je suis en terrain hostile. Et pour un retour, c'était bien aussi. Je pense même de ne pas combattre à Paris. J'avais besoin un peu d'aller combattre ailleurs, tranquille, sans mon public justement. Un terrain hostile, ça me va.
Paris, t'y as pensé un petit peu ou... Oui, j'y ai pensé. Et en fait, au début, on avait demandé Paris, au tout début, parce que je voulais revenir vite. Mais après, voilà, avec le recul, je pense qu'il me fallait un peu plus de temps, en fait, pour revenir, parce que j'avais du mal à reprendre ma préparation, tout ça. Donc, octobre, oui, c'est mieux. Puis Aldric nous disait quand même, elles se sont pas battues au portillon pour aller affronter Manon Fiorot à Paris. Enfin, il y avait pas beaucoup de candidates. Oui, aussi. Ouais. De toute façon, ils ont trouvé personne, en fait. Ils nous ont dit clairement, pour Paris, c'était mort, mais ça m'allait bien aussi. Tu parlais du Canada, à ce rapport-là, je disais, a priori, donc, enfin, c'est pas a priori, tu pars là pour un mois te préparer au Canada. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chez Firas Zahabi, il me semble? C'est quoi la volonté? Je sais qu'il y a beaucoup, pour le coup, il y a beaucoup de sparring chez les femmes, notamment là-bas, mais tu vois, qu'est-ce qui t'a incité à aller au Canada? Je pense que j'avais besoin un peu de changer d'air, de changer la façon dont je m'entraînais. Voilà, de me mettre un peu dans le mal. Puis c'est vrai que depuis le début de ma carrière, en fait, je me suis toujours entraînée à Nice, chez moi, et je pense que c'est bien un peu d'aller voir ailleurs comment on s'entraîne et voilà, et voir de nouveaux sparring aussi. Et j'ai déjà trouvé en plus une sparring là-bas que j'ai déjà affrontée à l'UAE Warrior justement, qui est Corinne Laframboise. Et du coup, elle a de suite accepté en plus de m'aider pour ce combat. Donc, elle va me servir aussi de sparring. Mais il y a beaucoup aussi d'autres sparring là-bas. Ouais, il y a un bon niveau de boxe, par exemple. Ouais, je sais, il y a pas mal de, ouais, c'est ça. Il y a pas mal de boxeuses, du sol aussi. Il y a Brianna Sainte-Marie qui avait déjà fait mon camp, qui sera peut-être là-bas aussi. Donc, ouais, il y a beaucoup de sparring, que ce soit des grappleuses, même des lutteuses. Il y a aussi un gros club de lutte à Montréal. Donc, il y a de quoi faire. Ouais, finalement, tu vois, je sais quand tu t'entraînes à Nice depuis tes débuts, mais en termes de sparring féminin, finalement, ça manque pas mal. Hein. Tu vois, dans cette région-là, t'en as pas tant que ça qui sont à ton niveau ou qui peuvent proposer des sparring intéressants pour toi. Ouais, c'est ça. En fait, on en fait venir à chaque fois pour les camps d'entraînement. Mais je pense que c'est ce qui était pas top aussi pour ce combat-là, c'est qu'en fait, on va en faire venir 3-4 pendant 3-4 semaines. Et en fait, tous les jours, vu qu'elles sont là, je me dis, je dois faire des sparring. Elles sont là qu'une semaine ou 2 semaines. Tous les jours, on va sparer. Et c'est vrai que c'est peut-être pas la bonne solution d'avoir autant de sparring et tous les jours, tout le temps, quoi. Cette KT des moins de 57, voilà, on est encore en attente puisque Valentina, comme d'habitude, pendant quelques mois après un combat, elle s'écarte, elle s'échappe, elle parle pas beaucoup. On parlait de ce combat contre Weili Zhang, donc la championne de la catégorie d'en dessous, des strawweight. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles là-dessus. Natalia Silva, la brésilienne, qui est numéro 1 maintenant au classement, qui attend sa chance, mais qui n'en sait pas plus finalement, et pas d'annonce de combat pour elle. Comment tu vois les choses évoluer dans cette KT? Est-ce que tu te dis que ça peut vite bouger en fait, et qu'avec une belle victoire contre Jasmine le 18 octobre, ça peut aussi rapidement revenir sur la table? En fait, pour l'instant, j'essaye de pas trop y penser. Je suis vraiment concentrée sur mon combat. Et de toute façon, avec l'UFC, on sait jamais vraiment comment ça se passe. Donc, je prends combat par combat. Voilà, je vais essayer juste, moi, déjà, de performer pour ce combat-là, de tout mettre en place pour que ça se passe bien, que je me fasse plaisir sur ce combat, et la suite, on verra. Natalia Silva, c'est quelqu'un qui t'aurait intéressé, tu vois, en combat de reprise? Je sais qu'elle est plutôt dans l'attente, donc forcément, elle n'est pas venue à se dire je vais aller prendre Manon, mais tu vois, toi, ça t'aurait botté? Oui, je pense que c'est un bon combat aussi pour moi, puisque elle a de très bonnes jambes. Elle a un peu ce style que j'avais en fait au début, quand j'ai commencé, où elle se déplace beaucoup, elle est très rapide, elle envoie des bonnes jambes. Donc oui, je pense qu'avec un bon game plan, ouais, c'est un bon combat. Ça peut être un combat de début d'année, Ouais, si ça se passe bien là pour toi. Ouais. Voilà, ça peut être un deuxième combat. Et on peut imaginer même, toi, même si tu me disais, tu te projettes pas trop, mais tu pourrais t'imaginer, tu vois, si Valentina veut aller affronter une Nunes qui est revenue, que finalement on se finisse avec une ceinture vacante dans quelques mois, tu vois, il y a un scénario où ça peut se passer comme ça. Ouais, bien sûr. Après, on peut se faire 1000 scénarios de toute façon, mais oui, moi, je suis prête à affronter n'importe qui. Natalia Silva, c'est aussi un bon match-up. Donc, mais voilà, pour l'instant, je reste vraiment concentrée juste sur mon combat. T'as pensé à monter de catégorie ou pas du tout? Parce que je sais que c'était dans les plans pour plus tard dans la carrière, mais ça t'est pas traversé l'idée après Montréal? Non, je pense que j'ai encore pas mal de choses à faire dans cette catégorie. Et puis voilà, j'ai envie encore de progresser. Je pense que je suis pas arrivée à ce que je voulais. Donc pour l'instant, on reste concentré sur cette catégorie. T'as toujours, voilà, on sait, tu m'as toujours dit, moi, je veux finir ce jeu et finir ce jeu dans la catégorie des moins de 57. Dans ta tête, il n'y a pas de doute. Tu vas y arriver, Manon, à un moment ou à un autre? Il n'y a pas de doute, mais après, je prends vraiment maintenant combat par combat.
Voilà, on verra. Je me prends pas la tête sur la ceinture. Je fais combat après combat et j'essaye de moi m'améliorer en fait dans chaque camp d'entraînement. C'est ce que je vais essayer de faire surtout. Le public français, il est dur. Parfois, on l'a dit avec les athlètes. Tu t'es écarté de tout ça, tu vois, pour pas aussi que ça gamberge dans la tête trop à cause des gens qui sont très durs sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont dans leur canapé pour le coup. Ouais, complètement. De toute façon, je vais complètement couper des réseaux après le combat et je pense pendant près d'un mois après le combat. Là, je reviens un peu sur les réseaux, mais je t'avoue que j'avais complètement coupé, donc j'ai pas fait vraiment attention à ça. J'ai aimé, tu parlais de réseau, j'ai aimé un de tes posts récemment où c'était des belles images d'ailleurs, je pense faites par Liam, je lui passe le bonjour, où il y avait dit « je veux pas parler ». C'est juste mode guerrière réenclenché. C'est ton état d'esprit là. Merci beaucoup d'ailleurs de m'accorder ces quelques minutes, mais l'état d'esprit c'est maintenant. On baisse la tête, on met le casque et on y va quoi. Ouais, voilà, j'ai envie vraiment juste de performer dans la cage et voilà, on verra bien. Je pense qu'à mes combats, à mes entraînements et le reste, on verra. Après le Canada, le camp il se fait quand même à Nice. Enfin, tu fais tout le camp ici. Je vais faire 3 semaines au Canada et du coup je vais finir le camp à Nice. Tu passes par l'UFC Paris quand même. Tu viens voir les copains ou pas du tout? Je sais pas du tout. Je pense que je vais devoir y aller, mais je sais pas. J'en profite parce que tu es un des grands noms du MMA français. Ton avis comme ça sur Cyril, il va le faire contre Tom Espinal fin octobre? Bah j'espère. Après, moi je t'avoue que ça m'a donné espoir puisque du coup c'est quand même la 3e fois qu'il va combattre pour une ceinture, donc je me dis que voilà, on peut avoir plusieurs chances. Donc c'est vrai que ce combat-là, il m'a vraiment donné espoir aussi pour moi et franchement j'espère qu'il va le faire et il mérite. Et je pense que, enfin en tout cas debout, il a toutes les qualités pour le battre. En plus, je trouve que c'est des catégories qui se ressemblent dans le sens où l'élite est forte. Tu as des bons ça. combattants en lourd comme toi chez les moins de 57, mais il y a moins de challengers que dans d'autres catés comme les moins de 70 ou quoi. Donc ça peut vite revenir. Quoi. C'est ça, ce que je me dis. Ok, merci beaucoup, Manon Fiorot, de ta toi. présence. C'était un plaisir. Et donc, bon stage au Canada. Et puis, on se revoit à Nice quand tu reviens. Et puis, surtout, 18 octobre, donc on rappelle Jasmine Jasudavicius. T'as vu, j'ai réussi à le dire 2 fois sans me planter. Pour ce combat de retour, numéro 5, je crois, ou numéro 6, elle est numéro 5, ouais. contre toi. Donc, c'est un gros combat qui va permettre de se replacer dans cette course au titre et au challenger pour cette catégorie des moins de 57. Et on en saura sûrement plus d'ici là sur ce que fait Valentina après ses vacances qu'elle prend après chaque combat. Merci beaucoup, Manon. Merci à toi. À très vite. Merci. Merci. Et notre deuxième invité pour cette grande première de Grand Talk, votre nouveau show pour le combat français. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Saladin Parnasse, le double champion du KSW, que vous retrouverez dans un ring de boxe. Ce sera le 4 octobre à l'Adidas Arena contre Cédric Vitu, l'ancien champion d'Europe. La billetterie est déjà ouverte. N'hésitez pas à aller prendre vos places pour cet événement qui sera unique en son genre pour le coup. Comment ça va, Saladin? Ça va super, hein, au top, en forme. Quand on te retrouve aussi, ça fait plaisir. Hein. Ça fait longtemps on n'a pas échangé, donc voilà, au plaisir. Exactement. Ravi. Et on va donc parler de ce défi en boxe qui a été annoncé il y a quelques jours. Je le répète, contre Cédric Vitu. On a souvent échangé, ça fait quelques temps, mais on a souvent échangé quand j'étais à RMC ensemble. On a fait des émissions ensemble et on a toujours parlé, parce que tu sais combien j'aime la boxe et je sais combien t'aimes la boxe, et on a toujours parlé de ce rapport que t'avais à l'anglaise. Et tu m'as toujours dit depuis le début, j'en ferai un. Dans ma carrière, j'ai envie d'en faire un. Je sais que tu nous avais expliqué aussi avec Hatch que c'était dans la négo avec le KSW, qu'il fallait te laisser cette porte ouverte. C'est quand t'as appris que ça allait se faire, t'étais vraiment heureux, toi? Heureux, même là, je suis heureux, super content. Voilà, je suis épanoui dans mon sport et dans ma discipline. Et là, c'était un challenge en plus que je pouvais aborder. Donc, ouais, c'est top pour moi. Le KSW m'avait laissé un petit privilège de pouvoir combattre en boxe anglaise. Soit c'était eux qui organisaient, soit c'était nous. Donc, franchement, moi, peu importe. Hein, super content de combattre en anglais. Ça va être une première pour moi. Et je pourrais montrer un petit peu ce talent que j'ai en tant que combattant, parce que je suis un combattant de MMA, pas un boxeur professionnel, mais j'espère devenir boxeur et voilà, enchaîner avec les deux sports, quoi. Et c'est quelque chose, le KSW n'avait pas son mot à dire, donc pour le coup, comme c'était négocié avant, tu leur as dit je combats en anglaise? Ouais. C'est ça, c'était dans mon contrat, donc c'était top. Tu l'avais mis ça, il avait mis ça dans le contrat, donc c'était top pour moi, quoi. Je le sais, mais j'ai envie que tu le racontes aussi au public qui regarde cette émission. Mais à quel point tu aimes la boxe anglaise? Parce que je sais que c'est un truc que tu aimes depuis très longtemps. Bah, la boxe anglaise, c'est un des sports que je kiffe le plus parce que j'ai beaucoup appris en boxe anglaise, même dans mon côté striking, dans mon jeu de MMA. J'ai toujours été inspiré par les Canelo, les Floyd Mayweather, les Gervonta Davis, et
tous les combattants de boxe anglaise, tous les populaires, quoi, on va dire. J'aime ce sport et c'est un sport très dur. Voilà, c'est le noble art et voilà, c'est l'un des sports vraiment les plus durs que je connaisse. Tu vas être en prépa. Là, tu fais que de la boxe en ce moment? C'est que boxe 100%? Je fais boxe 100%, mais je suis obligé de garder un petit peu Hmm. le côté MMA parce que j'ai peut-être un combat en décembre. Donc, compliqué de faire que de la boxe. Obligé de naviguer entre les deux, entre la boxe anglaise et la MMA. J'ai pas envie de perdre aussi un peu mes réflexes que j'ai en MMA parce que pour moi, c'est une petite occasion quand même en boxe anglaise. C'est un petit truc que je peux faire, que je peux me construire. Mais ma grosse carrière, c'est quand même le MMA. Donc voilà, je suis obligé d'alterner avec les deux. Mais je reste quand même focalisé sur la boxe anglaise parce que là, j'ai mon combat le 4 octobre contre Cédric Butu. Et je t'ai vu avec des beaux petits sparring là. Tu le prends très au sérieux cette préparation là, ça là. Ouais. Tous mes sparring, je les prends vraiment très au sérieux, hein. La boxe, comme je t'ai dit, c'est un sport très dur. Et je prends tout au sérieux. J'ai envie de faire une bonne prestation, j'ai envie de me montrer le meilleur de moi-même. Et pourquoi pas enchaîner d'autres combats si la réussite est là, quoi. Et on sait que tu es un charbonneur pour le coup, bête de travail. Et je vais avoir Bilal Chkitou plus tard dans l'émission, mais on a échangé avant l'émission et il me disait que, pour lui par exemple, il me comparait, il me disait l'anglais, la pure anglaise, pas forcément l'anglaise de MMA, mais de Salah, elle est par exemple pour lui meilleure que l'anglaise d'un Topuria. Tu penses que tu vas surprendre les gens quand même là, en Bah, octobre? je pense que je peux surprendre. Après, voilà, combattre dans un ring, j'ai jamais combattu dans un ring officiel. Donc, c'est autre chose. Faut que je trouve mes repères un peu, parce que ça a rien à voir. Donc, j'espère faire un beau combat et livrer une bonne prestation, parce que c'est une première pour moi. Donc, on verra le jour J. On verra comment je vais m'y prendre. Mais j'aime cette sensation-là, ce stress-là qui va arriver. Et voilà, c'est une bonne sensation. Il y a un peu plus de stress que quand tu combats en MMA comme c'est nouveau? Non, ça va. Je le prends comme de l'amusement, donc ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est pas de l'amusement, je le prends au sérieux. Mais tu sais, moi, même quand je combats en MMA, je le prends comme un amusement. C'est un truc où je dois briller, c'est pas un truc où je dois avoir peur. Donc voilà, on travaille pour ça, pour réussir. Et puis voilà, c'est le travail qui va payer. Là, je travaille dur en boxe anglaise et j'espère que le résultat va venir avec, hein. Je comprends ton mot amusement parce que je te connais, je sais le sourire que tu as quand tu combats. Même quand tu spares ton frère à l'entraînement, tu as toujours ce sourire. T'aimes le combat, ça là, tu peux pas le cacher. J'aime le fight et la boxe anglaise encore plus parce que c'est spectaculaire, c'est du striking, c'est que les points. Et j'aime envoyer plusieurs coups, plein de coups. En boxe anglaise, il y a beaucoup de débit, il y a beaucoup de frappes dures aussi. Donc Mm. j'aime cette variété-là. Bilal, ouais, totalement. Noblard, hein, c'est pas pour rien. Bilal, il me disait aussi, et je suis d'accord avec lui, il me disait, ça là, avec le talent qu'il a, il aurait fait n'importe quel sport de combat, il aurait fait une carrière. Une carrière en boxe anglaise totale, ça t'aurait plu, tu penses? Bah ouais, ça m'aurait plu, hein. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Là, c'est un bon début. Là, il y a plein de choses qui se passent même autour de nous, hein, avec la boxe anglaise. Comment ça vient quand tu vois des grands combattants d'MMA combattre des grands noms en boxe anglaise, c'est quelque chose d'inspirant. Et c'est pour ça que j'ai envie de me préparer aussi par rapport à tout ça. On ne sait jamais l'opportunité qui peut venir à moi. Mm. Là, je suis au KSW, je suis champion de deux catégories. Et j'espère être le triple champ aussi. Et, euh, et puis voilà, je pense qu'il y aura plein d'ouvertures pour moi. Et je pense que c'est une bonne préparation de combattre le 4 octobre en boxe anglaise pour l'avenir. Cette troisième ceinture dont tu viens de me parler, ça peut être ça en décembre? Ça peut être la revanche contre Bartos? Ouais, ça Ouais. peut être ça. Rien n'est sûr, mais je pense que ça peut être ça, hein. Vu les échos que j'entends sur les réseaux, j'ai pas de nouvelles, mais vu comment je regarde les réseaux, tout ça, je vois comment KSW parle de ça, je vois comment tout le monde parle de ça. Je pense que ça sera inévitable, ça c'est sûr et certain. Je t'ouvre la porte parce que tu viens de l'ouvrir un peu, mais donc ça peut ne pas être qu'un one-shot contre Cédric Butu, ça peut être un truc. Tu peux faire plusieurs combats de boxe dans ta carrière? Ouais, bah ouais, c'est ce que je vise. C'est ce que je vise. On va voir comment je me débrouille déjà, hein, pour une première. Contre un bon boxeur, un vrai boxeur en boxe anglaise, qui n'est pas n'importe qui. Je pense que c'est un boxeur quand même. Il faut respecter la boxe et le noble art. C'est difficile la boxe. Et je pense que les adversaires qui ont combattu contre Cédric Butu, c'est des grands boxeurs. C'est pas n'importe qui. On peut retrouver des gros noms comme Michel Soro. Donc c'est une bonne préparation pour moi et un bon début pour moi en boxe anglaise. C'est pas n'importe quoi. Donc je le prends vraiment au sérieux. C'est des coups qu'on va se donner dans le ring.
c'est des coups qui peuvent laisser des séquelles. Donc, ça mérite une vraie préparation. Ah, je l'ai expliqué aussi sur les réseaux parce que je trouve que pour le coup, j'ai vu passer des choses qui sont très irrespectueuses envers Cédric Vitu. Cédric, bien sûr qu'il est en fin de carrière, mais c'est un boxeur qui a un talent énorme, qui a été champion d'Europe, Castano, Soro, il a affronté. Et s'il se prépare bien, un Cédric qui se prépare bien, c'est pas de la blague, c'est un très bon boxeur. Bien sûr, après, faut pas trop rentrer dans les trucs des réseaux. Faut vraiment faire son Ouais. truc. Et les gens, ils aiment pas. C'est comme ça. Moi, je sais ce que je vis, je sais ce que je vaux. Donc voilà, on fait du sport et c'est ça. Faut respecter le noble art. Parce que je te demandais, tu sais aussi, quand tu me dis je vais peut-être faire plusieurs combats de boxe, tu sais ce qu'on veut dire les gens. Et ça là, et on veut le voir à l'UFC, pourquoi il fait ça. Tu le prends, t'as du recul sur ça, tu te détaches de ça. Je m'en fous, moi. Hmm. Personnellement, je m'en fous complètement. Pourquoi je suis pas à l'UFC? Bah, tout le monde le sait pourquoi je suis pas à l'UFC. Tant que j'ai pas un bon truc, bah voilà, je reste là où il y a de l'argent, là où je suis mieux payé. Je vais pas baisser mon salaire. Je suis pas du tout comme ça. Et on rappelle, parce que je l'ai rappelé aussi pour ceux qui sont beaucoup trop pressés dans la vie, Salah, il a 27 ans. Monsieur Ousmane Kamaru et Monsieur Volkanovski, ils sont arrivés à l'UFC à 28. Et ça les a pas empêchés de devenir champions et de faire des carrières parmi les plus légendaires de cette organisation. Le reste, après, toi, le MMA, après le mois de décembre et tout, je sais plus où t'en es contractuellement, ce sera ton dernier combat, t'en as d'autres? Non, non, il me reste encore 3 combats. Il me reste Ok. encore 3 combats dans mon contrat. Donc, j'enchaîne les combats. Et ce qui est bien avec le KSW, c'est qu'ils me font enchaîner les combats. Bon, là, ils m'ont fait une petite pause pour que je puisse combattre en boxe anglaise. Et même, j'avais une petite pause là, donc j'en ai profité pour faire un combat de boxe anglaise. Parce que moi, je peux pas rester comme ça 6 mois. 6 mois sans fighter, hein, c'est compliqué. Non, c'est pas dans ta nature, ça. Même un an, non, je me vois pas comme ça. J'ai besoin de fighter, je suis jeune. J'ai beaucoup de choses à prouver à moi-même déjà en tant que combattant, en tant que fighter. Donc, j'aime combattre régulièrement. Je suis jeune. Je peux encaisser les coups, je peux combattre régulièrement, je peux me rétablir vite des blessures. Donc, c'est le bon moment pour moi de combattre, d'enchaîner les combats. Deux petites dernières questions, ça là, autour de ce défi en boxe. On rappelle 4 octobre, ce sera à l'Adidas Arena. Cédric, en fait, moi, je trouve que c'est un match-up plutôt qui fait sens parce que tu peux pas prendre des mecs qui montent en anglaise, tu peux pas prendre les superstars. Enfin, ouais, bah, vas-y, raconte-moi comment ça s'est passé par rapport à ça. Bah, on a eu plein de refus. Et en France, à part à Cédric Vêtu, je vois pas qui d'autre. Après, il y a des Bakary Samaké, il y a les Bilal Kitou, mais je pense ils sont au top de leur carrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, tu commences en boxe, donc c'est pas logique de faire ça. Ouais. C'est ça, donc Cédric Vêtu, je pense que c'était le bon match-up pour moi. Et voilà, c'est un mec expérimenté qui excelle dans son domaine, dans son sport. Il a quand même à 48 victoires, 5 défaites. 5 défaites, c'est rien du tout par rapport à son palmarès. Donc c'est pour ça que vraiment que je le prends vraiment au sérieux. Et je pense qu'il y avait que Vêtu qui était disponible. Donc c'est pour ça que Vêtu, c'est bien aussi pour moi. Et la dernière, je rebondis sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est la première fois que tu vas combattre dans un ring. Tu vois, pour le coup, c'est comme il y avait le partenariat avec ASW Rising, tu aurais pu aller faire des trucs un peu bizarres au Japon, mais c'est pas encore le cas. Comment tu te sens quand t'es dedans? Tu vois, par rapport, parce qu'on sait, bah, en MMA, tu t'aides aussi avec la cage. Enfin, tu vois, toi qui maîtrises bien tout l'art du MMA, c'est différent les sensations. Comment tu te ressens tu vois, à ce niveau-là? C'est sûr que c'est différent. Déjà, c'est carré. C'est pas rond, il n'y a Mhm. pas de grillage. Donc tu peux un peu rebondir sur les cordes pour les esquives, tout ça. Donc je pense que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un autre sport. C'est totalement différent. Et tu te sens à l'aise dans le ring? Ça va. Je me sens bien, ça va. Ça va, je me sens bien. Là, j'enchaîne les sparring. Et quand je fais mes sparring, c'est plutôt pas mal. J'arrive à dominer mes rounds. Donc pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien et c'est top. De toute façon, je vais le dire, mais Saladin Parnasse, dans n'importe quelle ère de combat, je pense que tu serais à l'aise de toute façon. À part peut-être en sumo ou des délires comme ça. Attention, faire attention, ça, Non, mais ça va savoir. c'est ta deuxième maison, je sais, le combat, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mhm. Si j'aurais pu faire un combat en kickboxing, j'aurais fait un combat en kickboxing. Mais je suis plus fasciné par la boxe anglaise. Je pense que déjà, il y a moins de dégâts pour moi, pour les MMA. Au niveau des jambes, il n'y a pas le côté low kick, middle, où tu as les jambes gonflées. Là, c'est vraiment que le haut du corps. Euh, donc, euh, donc c'est bien. Fais attention à pas lancer la jambe, hein, ça là, le 4 octobre. Non, t'inquiète. Je garde toujours les bons réflexes.
Je sais bien, la prépa est là pour ça. Merci beaucoup Saladin Parnasse de ces quelques minutes accordées pour Grand Talk. 4 octobre, Cédric Vitus, Saladin Parnasse dans un ring de boxe à l'Adidas Arena de Paris. N'hésitez pas, si vous aimez le combat, à y aller. Et il y aura, de toute façon, il n'y a pas encore d'autres combats, mais il y aura de l'undercard, il y aura d'autres combats sur la carte. Ouais, je pense qu'il y aura une belle carte, il y aura il y aura des beaux noms. Donc ça va être top et ça va être diffusé sur RMC Sport. Ouais, tout à fait. Donc non, c'est nickel. Et on suivra tout ça, bien sûr. Plein de force, Salah, pour ta préparation. Et on sera là le 4 octobre, bien sûr, pour voir ça. Et à très vite. Hein. Quand tu es à Nice, je sais que des fois tu descends à Nice, n'hésite pas, la porte, elle est ouverte. Moi, je pense peut-être descendre, c'est pas sûr. Faut jouer Rayoul et Arnaud Hatch s'il y a du sparring. Je sais qu'à Marseille, il y a un peu de sparring. Peut-être je vais descendre à Marseille et Nice-Marseille, c'est à côté. Donc pourquoi pas. C'est à côté, Bruno Suras est venu déjà nous voir, donc c'est juste à côté, il n'y a pas longtemps à faire, tu viens, il y a le soleil, le siège est chaud, on t'attend. Merci beaucoup Saladin Parnasse et à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Et on est ravis donc dans ce premier numéro de Grand Talk, votre nouveau show qui réunira tous les acteurs du MMA français et même du combat français, d'être avec monsieur Morgan Charrière. Comment ça va Morgan ? Bah écoute Alexandre, ça va super. Là je suis en vacances, je me repose tranquille, donc la vie est belle. La vie est belle. T'as bien raison d'être en vacances parce que t'as fait le boulot il y a quelques semaines. On rappelle ce KO à l'UFC Nashville, c'était contre Nate Landwehr. Première question Morgan, ça fait quoi de poser une clim à Nashville là ? T'es un installateur de clim ? Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est une sensation que j'avais jamais encore vécue parce que, à ce niveau-là, dans une aussi grosse salle, là, vraiment aux États-Unis, la salle était sold out en plus, donc on devait être entre 19 et 20 000 personnes, je pense. Tu sens vraiment l'atmosphère qui change, le froid qui s'installe dans la salle après la victoire. Surtout que je vois vraiment la différence, bah, tu vois, entre une victoire que je vais avoir à l'UFC Paris, bah, t'as la salle en feu, et là, la victoire à Nashville où la salle, elle est pas en feu, du coup, alors que le finish est plutôt sympa. Donc, non, c'est sympa de ressentir comment dire, les deux extrêmes. Ouais, mais quand on voit ton attitude après le KO, moi j'ai l'impression que t'as kiffé grave ce côté-là. Ouais, j'ai kiffé parce que pendant le combat, il faisait des chants USA, des chants Tennessee, puis tu sens qu'ils étaient derrière lui. D'ailleurs, ça m'a surpris qu'il ait autant de soutien. Je savais qu'il était de l'État, mais il n'est pas non plus de la ville, quoi. Donc, je voyais pas non plus un soutien de malade au vu que les Américains, voilà, le sport pour eux, c'est pas nouveau et tout. Bah, au final, je peux te dire que quand notre combat il a commencé, quand Nate il est rentré, l'atmosphère a changé, mais vraiment tout de suite par rapport aux autres combats qu'il y avait sur la carte, il y a vraiment eu un changement d'atmosphère à notre combat, tu vois. Et tu les connais, USA, comme tu dis. Hein. Dès que le Ouais. gars, si en plus il est du coin. On va revenir un petit peu sur ce combat avant de se projeter sur la suite. Mais comment tu l'as vécu aussi ce combat-là ? Parce qu'il y avait déjà une particularité, c'est que tu n'étais pas avec ton coach Johnny Frachet, hein, qui est venu d'ailleurs sur Jab Live ces derniers jours, qui nous a expliqué les problèmes de visa pour rentrer aux États-Unis. Comment tu as vécu ce combat-là avec le recul ? C'était pas un combat facile parce qu'il est tricky, Nate, hein, notamment dans sa façon de boxer. Ouais. Il est chiant. Hein. Ouais. Bah en fait, Nate, c'est un combattant vraiment. Déjà, il est dur. Il est très dur. Il prend les coups. Il n'a pas peur de prendre les coups. Il y a très peu de gens, voire personne, qui l'ont mis KO avec des points, quoi. En coup de poing, voilà, il tombe KO. Donc, il a vraiment une grosse confiance dans son cardio et dans son menton. Et donc, il n'hésite pas à te mettre la pression et à prendre les coups pour te fatiguer. Et il fait. Je ne veux pas dire qu'il fait n'importe quoi parce que c'est son jeu, mais il fait voilà, des choses vraiment dont on n'a pas l'habitude. Donc, c'était hyper compliqué de le lire. Et il met surtout un très, très gros rythme qui peut être compliqué à suivre. Il est très fort dans la fatigue. Donc, il n'a pas peur de se fatiguer pour te fatiguer. Et il sait que s'il y a un combat de deux hommes fatigués, il sera peut-être normalement le meilleur. Et donc, sur ça qu'il tend, donc c'est un combattant qui est compliqué à aborder. Et il accélère souvent à partir du deuxième round. Il commence à accélérer jusqu'à la fin du combat. En général, il a des premiers rounds un petit peu timides. Bah, sur le combat, voilà, j'ai vécu un peu de tout. Un premier round bien, je trouve quand même bien géré, bien encadré. Après, il y a la physiologie du combat qui fait que le deuxième round, il va à Nate et Nate, il commence à prendre son rythme. Et j'ai du mal à le relire au deuxième round où il change un peu. En fait, certaines choses, il s'est adapté. Un combat, ça se fait à deux, donc
Moi, je faisais mon boulot, ensuite lui, il a fait le sien. Donc ça a été il était tricky, comme tu l'as dit, à prendre. Et puis après, il y avait tous les trucs autour du combat, le fait qu'on n'ait pas eu Johnny, que c'était un combat où tous les deux, on pouvait pas se permettre de le perdre, que ce soit moi ou lui. On était tous les deux sur une défaite. Nate, il était chez lui, donc il avait vraiment la force du public et le pouvoir d'être à domicile en lui. Donc ça a été un combat vraiment mental plus que physique, où voilà, il a vraiment fallu que j'aille chercher au fond de moi pour au troisième round revenir plus fort que ce qu'il avait pu revenir au deuxième round. Après, de ce que j'ai ressenti pendant le combat, au deuxième round, j'étais fatigué de la fin du premier round où j'ai lutté. Parce que Nate, il a fait des bons positionnements et j'ai un petit peu trop forcé sur la lutte à la fin, où j'aurais pu le laisser et striker et pas me fatiguer en sachant que Nate il reviendrait fort au deuxième round. Donc au deuxième round, j'ai préféré laisser passer la tornade passer en fait et récupérer. Donc j'ai pris un petit peu trop de coups à ce niveau-là, je suis pas trop content. Mais j'ai réussi mon objectif premier qui était de récupérer pendant le deuxième round pour revenir sur un gros troisième round parce que je savais que malgré qu'il soit bon dans la fatigue, quand il est fatigué, il laisse beaucoup d'ouverture, Nate. Et bah, je sais que si je le touche, je vais le coucher. Et j'ai déjà mis plein de KO au troisième round. J'ai un très bon conditioning. Je pense qu'ils m'ont peut-être un peu sous-estimé sur le conditioning. Et du coup, je savais qu'au troisième round, je pourrais démarrer beaucoup plus fort que lui et mettre un rythme plus haut que lui par rapport à tout ce qu'il avait donné au deuxième round. Donc, puis voilà, hein, après le combat, comme tout le monde a vu, troisième round, j'ai mis la marche avant. J'étais un petit peu énervé aussi du showboating qu'il faisait derrière mon dos. Et c'était impossible que je le laisse s'en tirer comme ça sans, sans lui faire vraiment du mal. Et j'ai aussi ressenti que bah, vu qu'il avait vraiment beaucoup confiance dans son menton, il faisait vraiment une bagarre un peu sale et il me laissait beaucoup d'espace et d'ouverture. Et je pense que bah, d'après, avec tous mes derniers combats, je faisais plus trop de bagarres de ce type-là. Donc je pense qu'il n'avait pas en tête que je pouvais faire ça Mm. ou qu'il était meilleur que moi dans ça. Mais je savais très bien que si on faisait la bagarre pour de vrai, que j'acceptais la bagarre, moi j'essayais de faire un combat clean en fait. Je voulais sortir avec un combat clean, essayer de faire une masterclass, travailler ce qu'on avait travaillé. Voilà, essayer de continuer à progresser pendant le combat parce qu'on a travaillé énormément de choses. Donc j'ai utilisé ce combat pour travailler encore. J'ai travaillé des choses qu'on a mis en place à la salle. Donc bah, je maîtrise pas encore à 100%, il me faut encore un peu de temps. Donc il y a quelques trucs qu'il faudra qu'on ajuste en fait, nous, sur le futur. Mais je savais que bah, s'il fallait, j'avais la carte Joker dans la poche, j'envoie les missiles et tu vas pas tenir, quoi. Et donc voilà, au troisième round, bah là, il y avait sûrement 1-1 à la carte des juges. On n'était pas sûr pour le premier vu qu'on n'est pas à la maison et que j'ai tendance à arriver souvent sur des split décisions Mhm. pas ouf. Donc on s'est dit, ouais, pas encore une fois. Au deuxième round, bah, Alexandre, qui était dans mon corner, et Eric, ils m'ont sorti le feu dans le cœur. Et au troisième, j'y suis allé pour l'éteindre. Il n'y avait pas de demi-mesure ou quoi. Je savais qu'à enfin, pendant le round, quand je l'ai touché, du coup, dès le début du troisième, il fait un mini ascenseur. Je crois que je fais un jab bras arrière et je le touche sur le côté de la tempe et il fait un petit ascenseur. Dès qu'il a fait ça, au vu de son état de fatigue et de ce que j'avais ressenti pendant le combat, il pourrait pas me toucher de manière à Mm. me mettre KO si je lâchais tous mes chevaux. Et je savais que si je lâchais tous mes chevaux, j'allais connecter. Il en fallait qu'une seule. Ouais, tu savais qu'il allait tomber. Tu Je savais qu'il savais allait qu'il tomber. allait tomber. C'est-à-dire qu'au moment où j'accélère, je savais qu'il allait tomber. Je savais qu'il allait tomber. J'avais pas besoin spécialement de me protéger parce que c'est pas un contreur exceptionnel qui est un sniper. Il était dos à la cage. Il avait pas énormément de choix. Il n'a Mhm. pas la lutte qu'il fallait au troisième round et la force qu'il fallait pour me ramener au sol s'il le souhaitait. Donc j'ai envoyé les missiles. Je savais il allait en avoir un qui allait connecter. Il allait faire l'ascenseur. Et à partir de là, si j'avais pas le finish, je gagnerais le round parce qu'il aurait pas été bien, quoi. Non, mais Mais je sais, voilà. tu l'as eu le finish et il était magnifique. Tu parlais des mots, hein. Nous on l'a noté aussi quand on a fait le débrief. Je trouve qu'Alex Queret, donc, qui était dans ton coin avec Eric Cara, il a les mots parfaits, non? Pour réveiller encore plus la bête à ce moment-là. En fait, on a fait un gros travail vu que Johnny n'était pas là et que du coup, bah, Alexandre, il s'est retrouvé catapulté un peu head coach. On a fait venir Eric, qui me connaît très bien, qui est coach de Taylor et qui était là pendant toute ma prépa vu il coachait Taylor. Il a vu tous mes sparring et je travaille avec lui sur le côté mental. Donc, il me connaît très, très bien.
Donc, Eric, il est canadien. On l'a fait venir juste après le combat de Taylor. On l'a fait venir du Canada direct aux États-Unis. Donc, on a bossé vraiment sur la semaine, tous les scénarios possibles de combat. Et eux, de leur côté, ils ont vraiment travaillé. Bah voilà, si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qui vont être les choses importantes? Et s'il y a besoin de l'envoyer, euh, j'ai pas envie de dire à la bagarre, parce que c'est pas de la bagarre, mais de l'envoyer, voilà, Hmm. avec une intention vraiment de finir, une intention de violence et tout, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on utilise des mots techniques? Est-ce qu'on cherche le feu à l'intérieur? Et ça, bah, c'est vraiment eux deux qui ont bossé ça. Et Alex, il avait préparé ses petites notes, ses petits trucs. Et bah voilà, on a eu le combat qui a évolué. Et à un moment, il a fallu que le corner entre en jeu. Donc là, c'est vraiment. Il y a quand même une grosse partie du finish qui vient de leur travail où ils me font vraiment voir rouge dans le. Ouais, mais je te dis, je l'avais dit dans le débrief, j'ai dit, ils ont réveillé la bête. La bête était là, mais ils l'ont réveillée. Et réflexion là-dessus, parce que c'est hyper intéressant d'avoir toute ton analyse aussi, notamment de ce deuxième round. À la fin du deuxième round, moi, je l'avais dit dans le débrief, je dis, putain, j'ai un peu peur pour Morgan, parce qu'avec ce côté tricky, tu vois, ses entrées-sorties de Nate Landwehr, il est vraiment relou, quoi. Et quand il showboat à la fin, qu'il te regarde, et là, par contre, j'ai un truc dans ma tête, je me dis, attends, il va aller faire la bagarre avec Morgan Charrière. Bon courage, gros. Vas-y, lance-toi. C'est, c'est un peu ce que je me suis dit au début du troisième round. Après que j'ai le feu en moi et tout, je me suis dit, bon, tu veux faire la bagarre. Voilà. Là, tu me fais chier, j'arrive pas à travailler et tout, tu fais un peu n'importe quoi. Et bon, on va faire la bagarre et tu vas pas aimer. Et tu vas pas aimer. Et j'ai été vraiment à 100% convaincu dans mon cœur, dans tout mon être, que j'allais le connecter et qu'il allait tomber au troisième. Parce que je pense qu'il était tellement sûr au deuxième, avec tout ce qu'il faisait, il s'est tellement mis une confiance en lui qu'il pensait que presque qu'il avait déjà le combat. Et je savais que ça allait me donner l'ouverture pour le connecter. Et si je connecte, c'est mort. Bon, en Donc, tout cas, bah, j'ai juste envoyé, hein. quatrième bonus en 5 combats à l'UFC. Hein. Bon, toi, t'es la formule parfaite pour empêcher les payes un peu basses de l'UFC. Toi, tu leur fais prendre 50 000 à chaque fois que tu viens les voir. Donc ça fait plaisir. Je t'entendais aussi parler de la suite parce que forcément, on avait tous envie de te voir à l'UFC Paris et ton public, je sais que t'es un showman et que t'aimes te produire devant ce public-là. Et je t'ai entendu sur ton interview sur la chaîne YouTube de la BTT avec Nina, et où tu disais, je trouvais ça hyper intelligent de dire, mais non, enfin, tu vois, j'ai pas forcément envie d'y être parce que j'ai des choses à travailler qui n'ont pas été très bien aussi sur ce combat-là. J'ai envie de prendre mon temps, de progresser. Et je trouve que tu es à un moment de ta carrière où c'est important de se poser et de faire aussi, c'est de rentrer un peu dans la salle du temps pour progresser entre chaque combat. Et toi, tu progresses entre chaque sortie. Très différent de quand tu étais au Cage Warrior et que tu as eu l'entrée UFC. Bien sûr que quand tu as la porte d'entrée UFC, tu y vas, même si c'est un mois et demi après. Mais c'est ton état d'esprit là. Maintenant, tu es dans un moment de ta carrière. On prend le temps, on prend du recul, on bosse sur ce qui n'a pas été et on revient pour avoir une meilleure version de soi-même au combat d'après, même s'il faut zapper Paris. Ouais, bien sûr, en fait, comme tu l'as dit, bah, quand j'ai enchaîné au Cage Warrior, etc., le but derrière, c'est de signer à l'UFC. Donc, c'est pas la même dynamique, c'est pas pareil. Il faut enchaîner, il faut être prêt. L'UFC, il t'appelle, même si c'est une semaine, 2 semaines, bah, t'y vas, hein. Même si tu viens de combattre, t'y vas, parce que sinon, tu vas rater ton coche. Maintenant, je suis installé à l'UFC, c'est mon deuxième contrat. Je cours pas après les combats, je cours pas après l'argent. Donc, à ce niveau-là, bah, je suis paisible, on va dire, dans ma vie, je suis stable. Et le but, bah, c'est de continuer à progresser, à performer, à monter de plus en plus haut. Et bah, malheureusement, le calendrier, là, j'ai combattu il y a 2, 3 semaines, une quinzaine de jours, peut-être 20 jours. Là, l'UFC Paris, c'est dans 4 à 5 semaines. Ça veut dire qu'il faut que je sois déjà vraiment en full prépa, que je me remette vraiment au régime, que je repère du poids. Donc déjà, en termes de santé, c'est pas incroyable. Et j'ai pris des coups pendant le combat. Et il y a des trucs qui n'ont pas été. Le deuxième round, j'en suis pas spécialement content. Je suis content du finish, du déroulé du combat. Ça m'a permis de voir des trucs quand même, de sortir des trucs et de choquer un petit peu. Mais voilà, il y a des trucs qui je dois pas laisser passer ou qui doivent pas se passer, qui ont eu lieu pendant le combat. Et donc à ce niveau-là, là, c'est tout frais, je suis pas blessé. Je peux travailler directement dessus. Et oui, le FC Paris, j'adore combattre devant mon public et tout, mais je pense pas que jusqu'à la fin de ma carrière, je vais faire tous les UFC Paris à la suite. Donc, si c'est maintenant que je dois faire l'impasse et passer sur l'UFC Paris, je vais le faire parce que je pense que pour la suite, forcément, vu le combat que je viens de sortir, Nate Landwehr, c'est pas n'importe qui.
C'est un nom dans ma catégorie, c'est un mec tricky, ancien champion du M1, il a eu son shot au top 15, il y a 2 combats avant moi. Voilà, l'UFC, c'est pas n'importe qui. Nate, juste avant, je prenais Nathaniel, pareil, c'était pas n'importe qui. Donc je vois un peu ce qui me dessine un peu comme carrière, entre guillemets, l'UFC. Et faut que je fasse attention et faut que j'arrive à chaque fois prêt à 300% parce que le prochain qui vont me sortir, ça va encore être un dossier à bosser. Et si le prochain, c'est pour dans 4 semaines à l'UFC Paris, j'ai peur qu'on soit trop juste en termes de récupération et de développement de skills par rapport à ce qu'on a eu au dernier combat. Il faut le temps que ça mature en moi, quoi, que ce qu'on travaille ressente vraiment. Donc il me faut un petit peu de temps. Donc ouais, on a décidé de prendre notre temps. On n'est pas pressé. J'ai 29 ans. Je suis dans mon jus là, à l'UFC, je suis bien. Non. Donc voilà, et puis peut-être que je vais réussir à avoir, vu que je vais rater Paris, bah, je vais peut-être avoir une carte en fin d'année sur un numéroté ou sur un beau UFC Fight Night Mm. quelque part d'autre et me montrer ailleurs pour essayer de gratter un peu de public américain aussi. Non, puis t'as raison, c'est cool, hein, cette idée de se dire, vous construisez des carrières. Tu vois, vos carrières, c'est pas l'UFC Paris, c'est de construire une carrière. Puis bah, si une année faut le zapper, une année faut le zapper. Et t'as la confiance de l'UFC, on le sent. T'es toujours en main card, ils te mettent des adversaires qui peuvent faire des beaux combats. Enfin, tu vois, on sent qu'ils veulent construire des choses avec toi. Donc c'est intéressant d'avoir cet état d'esprit-là. Toi, pour les prochains combats, je sais que et j'aime cet état d'esprit-là aussi. T'es pas à te dire, je veux un top 15 ou quoi. Tu te dis, quand ça viendra, ça viendra. Ce que tu veux, j'ai l'impression, Morgan, c'est surtout des combattants qui te permettent de faire des beaux combats, quoi. De faire des combats à la Morgan. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je veux qu'on me propose des combats chauds, des combats où on peut s'exprimer avec un combattant qui va pas refuser l'engagement. Enfin, voilà, de faire des combats de légende, des combats qui font kiffer autant moi que le public. Pour le coup, tu vois, le combat contre Nate, bon, je suis pas hyper content du deuxième round parce que j'ai pris un petit peu trop de coups pour ma santé par rapport à ce qu'on avait travaillé et tout. Mm. Mais par contre, j'ai kiffé le combat. Genre, Ouais. pour le coup, ah, mais c'était vraiment. On a kiffé aussi. On a kiffé aussi, t'inquiète. Je me suis régalé pendant le combat, je me suis régalé, même dans le deuxième round, qui est pas spécialement à mon avantage, je me suis régalé. C'est-à-dire que c'était vraiment un combat, voilà, entre deux gars et voilà, on a combattu. Je pense que Nate, il aimait bien aussi jusqu'à ce que je le mette KO, mais enfin, c'est vraiment le genre de combat que j'apprécie, mais il faut que je fasse attention quand même à moi. Donc voilà, faut travailler un petit peu pour éviter trop de bagarres et trop de coups. Mais c'est ça, sur la suite, j'espère continuer à avoir des combats où je peux m'exprimer de la bonne manière avec des combattants en face qui sont dans le même état d'esprit. Après, je suis conscient, voilà, on est à l'UFC, les mecs aussi, ils voient ce que je fais, ils vont analyser mes combats, donc ils vont arriver avec des game plans après pour essayer de m'empêcher de m'exprimer au maximum. Mais nous, on travaille bah, à l'inverse pour pouvoir continuer de s'exprimer. Donc voilà. Non, non, t'as raison. Et on avait cité, il y a plein de noms autour de ton classement Fight Matrix qui pourraient faire des combats hyper fun. Donc je pense que l'UFC a plein de solutions pour toi, ça c'est évident. La santé, tu reprends l'entraînement quand? Tu sais à peu près? Bah là, je me rentraîne déjà, donc là, je suis en Crète actuellement. Je m'entraîne dans un club de JJB, de lutte livrée. Là, je m'entraîne 2 fois par jour. Je suis en vacances, mais je m'entraîne 2 fois par jour quand même. Vous êtes des psychopathes, les combattants, tu le sais très bien. Non, mais je vois passer, profite, je sais que tu profites aussi, le petit tour avec ta petite femme, j'ai vu, ça s'est fait plaisir en vacances. On Ouais. s'amuse, on profite. Il y a le soleil. En plus, il pleut un peu à Paris là, donc ça me fait du bien de prendre le soleil. Surtout que j'ai fait un gros rush là pendant 2 ans. J'ai pas pris trop de vacances et j'ai vraiment enchaîné les combats et je me suis vraiment installé à l'UFC. Ça me fait du bien de souffler et de voir un peu d'autres choses. Mais je continue à m'entraîner. J'ai repris l'entraînement. Et puis, dès la semaine prochaine, ce sera le retour sûrement à l'US Métro où je vais aller faire un tour peut-être dans d'autres clubs en Europe ou peut-être un petit tour au Brésil pour aller faire un peu de sol et de MMA là-bas où j'ai 2, 3 connexions sympas. Et puis voilà, hein, on verra ce que la suite nous donnera. Après, en termes d'adversaires par rapport au top 15 et tout, ouais, non, je suis pas à la recherche d'un top 15 tout de suite. Je suis encore assez jeune pour me construire. J'ai déjà bien roulé ma Mm. barque avant. J'ai déjà plus de 30 combats. Donc là, je suis plus dans une étape où j'essaie de prendre mon temps et faire les bons choix pour construire une belle carrière et pas rater d'étape et puis voilà, aller jusqu'à où je peux aller. Donc si le top 15 doit venir, il viendra un peu tout seul de toute façon. Avec les performances que je fais, je pense que à un moment, ce sera inévitable.
En tout cas, on suivra ça super fort et tu sais que voilà, on sera toujours derrière la piraterie, Morgan, parce qu'on adore ta carrière et la façon dont tu l'as construit. Et puis, hein, si tu veux zapper la pluie à Paris, hein, t'es le bienvenu. La porte elle est grande ouverte à Nice. Tu peux venir avec nous en studio. Ce sera avec plaisir qu'on t'accueille. Et sinon, on refera des visios de temps en temps, voilà, pour continuer à donner de la force et à avoir de tes nouvelles. Je te remercie beaucoup, Morgan, de ta présence dans ce Grand Name Talk numéro 1. On va essayer de l'installer ce show et c'était un honneur pour moi de t'avoir pour la première. Donc, merci beaucoup et plein de force pour la suite. À très vite. Merci beaucoup pour l'invite. À très vite, Morgan. Ciao, ciao. On continue de faire défiler les grands noms du combat français dans Grand Name Talk, cette grande première avec ce casting XXL. Et là, c'est plus qu'un grand nom, c'est un ami aussi et un collègue, un ancien collègue, mais toujours proche du cœur, même si on est un peu plus loin maintenant géographiquement. Monsieur Taylor Lapulus, comment ça va, Taylor? Ben écoute, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ouais, ça roule. Écoute, la vie est belle ici. Puis on tente de développer des nouveaux concepts et de faire avancer ce combat français tous ensemble. Et j'espère qu'on va pouvoir et que ça va plaire au public. Mais j'ai pas de doute quand on a les noms comme ceux que j'ai réussi à aligner aujourd'hui. Et donc, Monsieur Taylor, il fallait revenir un peu parce de toute façon, on s'échangeait beaucoup de messages ces derniers temps parce que je voulais que tu viennes en interview chez nous. Donc là, je profite de ce premier Grand Name Talk pour faire ça. Mais je voulais revenir un peu sur ta première OPFL. Bien sûr, c'était début juillet à Bruxelles contre Ali Taleb. Masterclass de MMA. On l'a dit avec Aldric dans le débrief quand on a parlé de ce combat début juillet. C'est quoi ton premier ressenti, voilà, avec quelques semaines de recul maintenant? Comment tu t'es senti pour cette première dans la cage du PFL? Écoute, je me suis senti plutôt bien dans la cage. L'événement était bien et c'est plutôt bien organisé. Donc voilà, donc ça, c'était cool. Après, franchement, je suis assez content du combat que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est plus ou moins ce que je voulais. C'est-à-dire qu'avant le combat, j'avais dit à mon coach, Eric Cara, que je sens que je vais faire une masterclass, tu vois. C'est un adversaire qui était très dangereux, qui avait les mains lourdes, qui avait plusieurs KO à son actif. Et je lui ai dit, je vais rendre ça facile en fait. On va vraiment avoir l'impression que on n'a pas le même niveau il y a vraiment plus un niveau d'écart. Et je suis assez content parce que finalement, il m'a pas vraiment touché. Je sais pas vraiment la puissance de frappe qu'il avait aussi parce que j'ai pas pris de coup dans ce combat. Il prend un down au round 2. Donc, je pense que c'est un combat que j'aurais pu finir. Mais voilà, j'ai été safe parce que je l'ai vu mettre KO des gars assez costauds, notamment comme Vinicius Oliveira qui est à l'UFC en ce moment et qui est classé. Donc, il est capable de mettre KO à tout moment du combat. Donc, j'avais une stratégie et j'ai appliqué la discipline qu'on me connaît sur cette stratégie. Voilà. Mais voilà, ouais, c'était pas de la blague, Ali Taleb, un ancien champion du tournoi MENA. Enfin, c'est un combattant de très haut niveau. Et on a vu la classe d'écart dont tu parlais. Je te connais un peu, mais c'est le plaisir que tu prends quand même, hein, de montrer, voilà, il y a un niveau d'écart dans ce jeu entre nous deux. Ouais, c'est ce que je voulais montrer, tu vois. C'est-à-dire que bon combattant, encore une fois, quand je l'ai eu ce premier adversaire-là, je me suis dit, ah ouais, on commence fort quand même. Parce que la plupart des gars qui ont signé au PFL, ils ont commencé avec des match-up plutôt favorables, tu vois. Et bon, ça l'était, hein, Ali Taleb au final, mais je veux dire quand même, combattant assez dangereux, qui avait déjà un nom, qui est déjà établi au PFL plus que moi, et surtout qui avait un vrai knockout power, quoi, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, il y avait un vrai niveau d'adversité, et je pense que de toute manière, tous mes adversaires seront comme ça, qu'à chaque fois que j'aurai excuse-moi, que j'aurai un adversaire, ça sera quelqu'un de relevé. C'était plus ou moins ce que j'avais. C'est plus ou moins ce que j'ai toujours eu de toute manière tout au long de ma carrière. Là, actuellement, je suis 28e mondial. Donc, je pense que le prochain adversaire, ce sera encore un gars compliqué, mais moi, ça me va, quoi, tu vois. C'était dans tes demandes aussi, enfin, dans la négo avec le PFL, c'était les gars, vous me mettez tout de suite une adversité, tu vois, du niveau que je mérite? Moi, ce que je veux, c'est aller vers la ceinture. Donc, en fait, l'idée qu'on avait avec mon équipe de management, c'était commencer fort pour qu'on puisse être légitime tout de suite à des discussions de titres. Si je prends le boulanger, le plombier et l'électricien du coin, bon, ça va prendre un peu de temps, tu vois, à ce que je sois légitime à demander des combats de championnat. Et moi, mon objectif, c'est de faire des gros fights, tu vois. Il y a quelques gros noms au PFL.
ben, mon objectif, c'est d'affronter ces gars-là et j'espère que je leur mettrai la main dessus. Il y a une partie du roster qui se cache aux États-Unis, qui combat que là-bas. Donc, j'espère que je leur mettrai la main dessus à un moment donné et pouvoir affronter des gros noms et surtout se rapprocher du titre. Ben, c'est mon objectif. T'en as colotte un de gros nom, c'est Sergio Pettis. On sait que la ceinture, elle est vacante des bantamweights. T'as eu des nouvelles après ce call-out? Ça a réagi un peu ou pas du tout? Écoute, effectivement, j'en ai eu. Mais le truc, c'est que du coup, alors c'est lui qui m'a call out en premier. Tu vois, c'est lui qui a démarré. Moi, j'ai suivi par la suite. Normal, hein, il parle de moi et tout. Je vais pas le laisser comme ça, dire mon nom enfin, sans rien faire. Donc, du coup, là, ensuite, il a combattu, il a gagné. J'ai combattu, j'ai gagné. Donc, tout naturellement, j'ai dit, OK, on en est où, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Après, la ceinture, elle est effectivement vacante, mais j'ai l'impression que le PFL ne savent pas vraiment encore ce qu'ils font avec la division. Le champion est parti et là, on parlait pendant un moment que le champion du tournoi, parce qu'il y a un tournoi actuellement à 500 000, bah, a priori, le vainqueur devrait être le champion, nouveau champion, alors qu'auparavant, c'était le vainqueur du tournoi gagne le droit, entre guillemets, d'affronter le champion. Et là, c'est pas clair, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre exactement ce qu'ils font. Je pense qu'il y a des changements aussi de leur côté, enfin, on verra. Mais en tout cas, moi, j'ai un truc qui est simple, c'est que je me dis, ben, le vrai moyen pour accéder au titre, c'est de battre tout le monde et de gagner tous les combats. Donc, je vais prendre les combats les uns après les autres et je vais faire en sorte de gagner et qu'au bout d'un moment, on soit obligé d'arriver au titre, sachant que le roster du PFL est moins long que celui de l'UFC. Donc, logiquement, voilà, ça devrait aller. Ça peut passer par le tournoi? C'est des discussions que vous avez? Ça t'intéresse, toi, de faire le tournoi? On a eu la discussion. Maintenant, je sais pas si, très sincèrement, ça dépend en fait des opportunités qu'on va avoir. Le tournoi, il est intéressant. C'est 3 combats garantis, 3 combats avec des dates, donc on a une vraie planification sur l'année. Après, est-ce que je vais le faire dès l'année prochaine? Je sais pas. Peut-être que j'ai signé 4 combats dans un premier temps. Peut-être que je vais voir déjà où est-ce qu'on je suis censé combattre avant la fin de l'année. Donc, en fonction de où est-ce que j'en suis en fin d'année, sachant qu'il m'en restera 2, faire le tournoi égale signer un nouveau contrat. Donc, je sais pas si l'année prochaine, on va partir sur le tournoi ou si je vais attendre de voir ce qui se passe autour du titre, tu vois. Parce que finalement, si au final, je fais 2 combats encore ou une victoire ou encore 2 victoires et je peux faire la ceinture, bon, bah, je vais faire ça, tu vois. Ouais, carrément. Surtout qu'en plus, le prochain combat, il est censé être normalement en France. Donc, j'ai envie de te dire, moi, j'ai plus ce truc de, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller ailleurs pour pouvoir combattre. Moi, si je fais 10 combats à Paris, chez moi, sans décalage horaire, sans une logistique de fou furieux pour pouvoir déplacer mon équipe, sans voyage qui dure 13-14 heures, etc., bah, moi, ça me va, tu vois. Donc, Bien sûr. là, je suis censé faire un autre combat qui serait en France. T'as une date à peu près déjà ou non? Oui, il n'y a rien d'officiel. Enfin, ouais, Ça serait plus pour le PFL Lyon qui est en décembre. En tout cas, ok. c'est les discussions qu'on a maintenant. Voilà, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir plein de changements. Tu connais comme moi le milieu et le monde du MMA. Mais en tout cas, pour le moment, a priori, on se dirige vers un retour qui serait plutôt au mois de décembre. T'étais déçu que ça devait être au PFL à Paris, enfin en France à la base, que ça soit déplacé, que ce soit annulé, que ça finisse à Bruxelles? T'étais un peu déçu de ça? Bah, un peu déçu, c'est toujours bien de combattre à Paris et c'est plus simple, pour, les gens, qui te suivent et cetera et donc après, c'est surtout la date qui était embêtante. C'est que, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient calés, qui avaient pris les billets d'avion et cetera pour venir me voir combattre et du coup, bon, bah, la date, elle a été changée et ça a été plus compliqué, tu vois? Donc c'est plus la date qui a posé problème. C'est plus le fait que j'ai pris 6 semaines de camp en plus. Ça, c'était pas facile. Que vraiment le changement à Bruxelles. Après, en vrai, moi, tant que je combats, tu vois, ça change pas et puis Bruxelles, c'est le même fuseau horaire, c'est 3 heures de voiture. Voilà, c'était un changement un peu embêtant, mais finalement, la date était plus embêtante que le lieu en soi, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. On voit au PFL quand même, il y a des belles choses qui se montent. On a vu du Adjudge Landu sur le PFL World. Enfin, on a l'impression que pour les Français, tu vois, il y a quand même une belle vie à se faire au PFL et que, tu vois, toi, tu en es l'exemple concret. Il y a une vie ailleurs que l'UFC finalement pour faire des belles choses. Il y a une vie ailleurs que l'UFC. Et écoute, c'est complètement ça. Et la vérité, je suis en train de me poser la question, j'ai pas encore la réponse, mais je suis en train de me poser la question, est-ce que finalement, j'aurais pas dû partir de l'UFC dès 2022, tu vois. Mm. Donc d'un côté, je me dis, j'aurais pas connu l'UFC Paris. Et ça, quand même, c'est un truc de fou, l'UFC Paris. Tu vois, faut qu'on se le dise. Les frissons quand t'es rentré, Taylor. Les frissons, tu le sais. Ouais, les frissons et tout, et puis c'est des souvenirs que je vais garder à vie, tu vois. Mais malgré tout, je me dis, est-ce que j'ai pas perdu 2 ans, tu vois, en restant à l'UFC? Est-ce que finalement, j'aurais pas dû aller tout de suite au PFL? Donc après, on ne saura jamais vraiment, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que finalement, j'aurais pas dû partir plus tôt, tu vois? Ouais, non, je la comprends. Mais en tout cas, là, donc, de ce que j'entends et ce que je comprends, t'es très heureux de ce choix aujourd'hui. Ouais, je suis content de ce choix. Beaucoup de gens associent le PFL à l'argent. Oui, les primes, elles sont. Alors attention, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens auxquels on propose des primes c'est pas ça, quoi, tu vois. Moi, je suis plutôt satisfait de ma rémunération, mais ça fait pas tout. Tu vois, il faut aussi que je suis pas encore dans un âge où je suis en fin de carrière et je fais le mercenaire, savoir qui va me payer le plus. On n'en est pas encore là. Bien sûr que c'est un fait qui est important, mais il se résume pas qu'à ça. Et en fait, là, j'ai l'opportunité d'affronter les meilleurs de la division dans ma catégorie, d'être dans une ligue qui, malgré tout, me met en avant, même si je pense que pour le moment, ils n'ont pas le bon diffuseur, tu vois. Mais malgré tout, c'est une ligue qui te met en avant, et où tu peux faire des gros fights. Et au passage, gagner ta vie. Et en fait, c'est ce qui compte, tu vois. Et moi, c'est ce que je recherche, c'est-à-dire affronter les meilleurs de ma division, progresser dans le classement mondial. euh, et au final, et au passage, oui, gagner ma vie, quoi, tu vois. Et voilà, et là, j'ai ça au PFL. J'ai des vraies aspirations sportives là-bas. Et du coup, ça me plaît, tu vois. Et dernière question, Taylor, parce que j'en ai parlé quand on a fait le débrief avec Aldric, comme j'en parlais quand on faisait parler de tes combats avec Baba du côté du RMC Fighter Club, et où je disais, moi j'en ai marre des gens qui disent Taylor il finit pas, et Taylor il m'ennuie, et blablabla. Déjà, il y a 3 manières de finir en MMA, hein. Il n'y a pas que des KO ou des soumissions, la décision ça existe. Ensuite, si vous voulez aller voir que ça, il y a le One, c'est sur RMC tous les vendredis, ou dans la nuit parfois avec Taylor, allez voir ça, parce que là il s'envoie que des grandes mandales dans le kickboxing ou dans le Muay Thai. Il y a les décisions, hein. C'est vrai, et même au One, t'as des décisions. Et moi, on l'a dit aussi avec Aldrix, et Baba, on le partageait aussi, c'est le beau MMA, Taylor. C'est le beau MMA, et si t'aimes le combat, si t'aimes le combat dans le sens science, dans le sens art, et mixed martial arts, il y a le mot art dedans, eh ben, je trouve qu'on peut que aimer ce que produit un Taylor Lapillus. Mais qu'est-ce que t'as envie, toi, de répondre aux gens avec tes mots? Ce que j'allais de répondre aux gens, ce qu'ils pensent, je m'en fous. Tu vois, le mec qui aime pas, et bah, qu'il aime pas, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est encore une fois, tu sais, il y a de l'expression du ouais, je suis dans le train, je suis pas dans le train. Bah, si t'es dans le train, Taylor, ça me fait plaisir et on sera ensemble. Mais si c'est pour avoir des mecs qui sont dans le train et qui payent pas le ticket, c'est pas la peine, tu vois. Descendez du train, c'est mieux. Donc, en fait, ce qu'ils disent, la vérité, en fait, je m'en fous. J'ai une vraie fanbase avec des gens qui suivent et qui donnent vraiment la force. Mais les autres mecs qui ont des vestes réversibles, qui critiquent alors qu'ils ont même pas un abonnement Basic Fit, ou alors qui viennent donner des analyses, et parfois le mec, tu te rends compte qu'il a 13 ans, il est dans sa chambre et qui te dit: «Tu es nul», ou qui suit l'avis d'un autre mec qui dit: «Tu es nul». Franchement, qu'est-ce que je vais me prendre la tête avec ça, quoi? Tu vois? Je veux dire, ce qui compte, c'est ce que pense mon équipe, c'est ce que pense ma famille et c'est ce que pensent les gens qui sont proches de moi. À partir du moment où eux valident et moi je suis satisfait, c'est tout ce qui compte. On est dans un sport où quand tu perds, en fait, tu gagnes la moitié de ta bourse. Enfin, Mm. faut vraiment avoir ça en tête. Ou quand tu perds, parfois, tu peux prendre des vrais dégâts. Ouais, Donc, ouais. tu vois, les mecs, aujourd'hui, il y a une consommation de MMA, mais la vérité, c'est qu'il y en a plusieurs. Et là, on est en train de mettre en place une consommation de MMA où un bon combat égale un finish premier round ou une guerre où le mec, il finit avec la tête en sang. Oh là, c'est génial, ils se sont tapés dessus, ils se sont mis des bosses. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, le standard de bah, ça, c'est un bon combat.
Mais en réalité, il y a plusieurs manières de combattre. Il y a plusieurs manières, effectivement, de gagner un combat en MMA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, quand tu fais la guerre avec un gars et que tu fais plaisir au public, bah, en fait, c'est du temps où tu vas pas pouvoir revenir tout de suite. Mhm. Donc, c'est du temps où tu vas pas combattre tout de suite. C'est notre boulot. Donc, si tu veux, j'ai commencé mon premier combat pro en 2012. Maintenant, en 2025. Ça fait 13 ans de carrière professionnelle. T'as vu, c'est pas du hasard, 13 Non. ans de carrière professionnelle, une telle longévité. Il y a des combattants avec lesquels j'ai démarré. J'ai vu des combattants où on disait, non, lui, c'est le futur, lui, c'est ceci, c'est cela, où ils étaient là, et d'un coup, ça a fait les fusées. Ça a fait la fusée, ils se sont écrasés. Et on n'en parle même plus. Tu vois ce que je veux dire? On n'en parle même plus. Donc, en fait, dans la mesure où tu vois à quel point la défaite, elle est ingrate, et à quel point une partie du public, j'ai eu une partie, parce que tu as une vraie partie qui, elle, est vraiment là, respecte les combattants et tout, et que tu vois qu'il y a une grosse partie et que c'est juste une bande d'ingrats qui va te célébrer quand tu gagnes et t'enterrer quand tu perds, et ben tu te mets dans un truc où tu te dis, mais en fait, je m'en fous. Tant que je Ouais. combats, que je gagne, que je continue d'évoluer dans ma carrière, que je me fais payer pour ça, bah, c'est le plus important. Et t'as raison, et les dégâts, hein, tu sais, quand t'es amoureux du combat de façon globale, et notamment moi en boxe, où c'est un sport qui a une beaucoup plus longue histoire que le MMA pour le coup, allez lire des livres sur comment finissent certains boxeurs après les carrières, tu vois. Donc, Mais tu sais, et pour le coup, toi, tu sais tu es un fin connaisseur de la boxe, donc tu le sais. Ce qu'il y a avec, avec la boxe, c'est qu'on a plus de recul. Donc on sait ce que font les coups sur le cerveau. Alors, en vrai, il n'y a pas besoin d'en faire Saint-Cyr pour savoir que prendre des coups, c'est pas bon pour la santé, mais avec la boxe, on a plus de recul. Avec le MMA, la vieille génération de combattants, on commence à peine à la voir, tu vois. Et moi, je peux te dire, et j'ai croisé lors de mon combat de l'UFC Louisville, Mark Coleman. mhm. Mais tu vois, aujourd'hui, les gars là, qui disent ouais, Taylor, il est nul, il est surcoté, il est ceci, il est cela. Si je leur dis, vous savez qui est Mark Coleman? Je suis sûr que 90% d'entre eux vont te dire non. Bah, c'est un mec qui a fait des grosses guerres toute sa carrière et qui, quand je l'ai vu, je te jure, Herbie, je me suis dit, waouh, c'est à ça qu'on ressemble qu'on finit. Ouais. J'ai eu la même avec Chuck Liddell. J'ai eu la même avec Chuck Liddell. Et j'ai été choqué, je me suis dit, donc c'est comme ça qu'on termine. C'est ça qui m'attend en fait, tu vois. Et c'est un mec qui est dans l'indifférence la plus complète, hein. On sait qui c'est aux États-Unis, et encore une jeune partie Ah, je sais pas si la jeune génération le sait, mais c'est un mec qui a tout donné, tout sacrifié pour son sport. Et au final, enfin, quand tu vois l'état dans lequel il est, il n'y a pas que lui, hein, Forrest Griffin, que lui, on peut croiser au PI, par exemple. Et en fait, tu te dis, OK, donc c'est ça qui m'attend. Donc, à partir de là, on voit un petit peu ce qui se passe. On comprend ce qui se passe, et du coup, ben voilà. Moi, mon exemple, c'est pas Forrest Griffin, c'est pas Mark Coleman, c'est des mecs comme Floyd Mayweather qui se retirent du sport, qui ont toutes leurs capacités cognitives qui sont intactes, leurs capacités mentales qui sont intactes, et qui sont capables de continuer à faire des trucs qui sont dans la boxe et à l'extérieur de la boxe. Parce que bah, il a su préserver sa carrière, et au final, c'est un mec qui se retire, il est invaincu, il a gagné beaucoup d'argent, il a fait aussi beaucoup de décisions, et bah, ça reste. Ouais, non. J'aime beaucoup ce discours, tu le sais. Et j'aime beaucoup ta métaphore des mecs qui n'ont pas le ticket dans le train, et pour continuer de l'affiler, sache qu'on sera là pour jouer les contrôleurs. Toujours, Taylor. Merci beaucoup, Taylor Lapillus. Merci d'avoir été présent pour cette première de Grand End Talk. Et on se revoit très vite. Dès que tu passes à Nice, de toute façon, tu viens en studio. Je le dis à tous. Hein. À Nice, ouais, je passerai, et j'espère être invité dans l'émission avec Aldric et toi. Tu vois. Ok, oui. Ça fait un moment qu'on doit le faire et tout. Et je me dis qu'entre trois analystes, mais différents analystes malgré tout, ça peut être intéressant d'avoir une discussion qui, pour le coup, sera pour les passionnés de MMA, pas forcément pour des fraudeurs dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Mais ça serait intéressant à avoir, je pense. Tu vois. Le siège est déjà chaud, Taylor. Quand tu veux, vraiment. Merci beaucoup, Taylor. Et à très vite. Plein de force pour la suite. Ciao, ciao. Et on continue d'enchaîner ces invités de prestige dans ce premier Grand End Talk. Et je suis maintenant avec un boxeur. Et vous me connaissez mon amour de la boxe. Donc c'était obligé d'avoir dans cette émission un boxeur. Et il y en aura le plus souvent possible, sachez-le. Monsieur Bilal Chkitou, comment ça va? Ça va super, Alex. Et toi?
Ça va, ça va. On rappelle, champion WBC Silver dans la catégorie middleweight, numéro 5 du classement mondial à la WBC, donc des grandes choses qui peuvent s'annoncer. On va parler de toute cette actu box sur la fin de l'interview, mais d'abord, j'étais obligé de te chauffer sur quelque chose. On est sur Jab Life, boxe et MMA, et qu'est-ce que je lis ces derniers jours? Monsieur Bilal Shkitou veut prendre Ilia Topuria, veut lui donner une leçon de boxe, puisque Ilia, on rappelle, le champion des poids légers de l'UFC, ancien champion featherweight, a demandé le vainqueur de Crawford Canelo. Bon courage. T'es pas encore McGregor, Ilia, donc faut calmer un peu les choses. Mais donc t'as pris la balle au bon pour voilà, chauffer un peu et dire bah moi je suis prêt à t'accueillir en boxe. C'était un petit sourire ou si jamais le mec était chaud, tirer dans le ring avec lui? Non, bien sûr, bah ouais, franchement, pour moi, c'est une super opportunité, tu vois. Ça, c'est sûr. Bien sûr, je suis conscient aussi que en termes de hype, ce combat l'intéresserait pas de ouf. Après, sportivement, s'il veut faire quelque chose en anglaise, ça peut être intéressant pour lui de commencer par moi, s'il veut atteindre un Canelo ou un Crawford, par exemple, tu vois. Parce que c'est sûr que lui, il cherche le money fight et le fight contre Canelo ou Crawford. Mais moi, quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, frérot, t'es un peu en train de manquer de respect aux légendes de mon sport, tu vois. Canelo et Crawford, c'est des légendes de la boxe anglaise. Au lieu de sauter les étapes, bah vas-y, passe par un boxeur un peu moins hype que Canelo et Crawford. Bah moi, je suis là, frérot, donc let's go. Après, le problème, c'est que mon message, il s'est un peu noyé dans son bad buzz qu'il a eu parce il a parlé un peu de politique et de géopolitique sur les réseaux sociaux. Donc il a eu un bad buzz, il a eu beaucoup de commentaires négatifs, tu vois. Donc il a dû se dire, peut-être, je sais même pas s'il a vu, mais certainement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont identifié sur ma publication et j'ai identifié aussi des personnes de sa team. Mais ça s'est un peu noyé dans ça, donc dommage. Mais si c'était à faire, bien sûr, moi je le fais avec grand plaisir, tu vois. Et pourtant, Ouais. comme j'ai dit dans une autre interview, tu vois, je suis pas le genre de boxeur, moi, à changer de cap. C'est-à-dire que je reste très focus dans mon chemin et dans mon projet de carrière qui est d'être champion du monde. Et de faire ce combat-là, ça serait un peu sortir de mon chemin. Mais comme je t'ai dit, bien sûr, il y a un côté hype et il y a un côté aussi financier qui est pas négligeable. Donc je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas. Mais tu sais ce qu'il a vu, hein, Bilal. Tu sais très bien. Il a vu les bourses de Canelo et Crawford. Il a dit, je veux croquer, moi. Moi, je veux croquer ce genre de pain. Hein. Ce genre de pain, il est intéressant. Mais Après, objectivement, il a une bonne anglaise, tu vois. C'est un mec ouais. qui peut faire quand même une carrière en boxe anglaise. Mais j'allais t'interroger là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de l'anglaise d'un mec comme Topuria? C'est de l'anglaise pour le MMA, donc on sait, hein, moi, il y a un gros distinguo. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est le haut du panier de cette anglaise dans le MMA. Exactement. C'est le haut du panier, vraiment. Bah, moi, c'est un combattant que j'apprécie énormément grâce à sa boxe anglaise, tu vois. Même si je sais que de base, c'est un lutteur. Après, quand j'ai interrogé les gars, ils m'ont dit, mais de base, sa qualité première, c'est pas la boxe. Donc non, franchement, c'est le très très haut niveau en anglaise pour le MMA. Et je sais que s'il se met vraiment sérieusement en boxe anglaise, il peut faire carrière, il peut faire quelque chose, tu vois. En plus, avec les moyens financiers qu'ils ont et tout, il peut aller chercher des gros titres et tout. Mais encore une fois, il y a des étapes à franchir. La boxe anglaise, c'est un milieu compliqué. Et je l'ai comparé, moi, à Saladin, parce que pour moi, Saladin en anglaise pure, je le vois devant, tu vois. Peut-être que Topuria, il a plus de punch, c'est vrai, c'est un frappeur et tout, mais sur l'anglaise pure en termes de skills, en termes de. Tu vois, je trouve que Salah est encore devant en termes d'anglaise pure. Intéressant que tu parles de ça là, parce qu'on a vu l'annonce de son combat contre Cédric en plus, Vitu. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Je sais que tu as tourné un peu avec ça là, pour le coup. Et moi, je sais que c'est quelque chose. Enfin, on se connaît bien, ça là, on se connaît bien, et je sais que ça fait longtemps qu'il en rêve. Et c'est un vrai amoureux de la boxe anglaise. Tu vois, il le fait avec beaucoup de respect. Exactement. Donc, comment tu vois un peu son choix d'aller faire ce combat-là? Bah, Salah, pareil, pour moi, c'est un mec qui peut vraiment faire carrière dans la boxe anglaise et vraiment aller loin, tu vois. Il a vraiment ce truc-là. Bon, déjà, c'est un combattant né. Je pense qu'il peut faire tous les sports de combat et il va réussir, ce mec-là. Et ce combat-là, bah, je trouve que le matchmaking est intelligent, tu vois, de la part de Hatch, parce que ils n'ont pas pris un no-name, parce que Salah, malgré que c'est ses débuts en boxe anglaise, ça reste un mec qui a l'expérience du combat, qui a un gros background en MMA. Donc il peut pas venir en boxe anglaise et boxer un mec qui a 5 combats pro, tu vois. Donc ils ont pris un mec qui est Cédric Vitu, qui est un grand champion, certes retraité, tu vois, il est sur la fin, vraiment sur la fin. Il est plus en activité, donc voilà. Après, peut-être que Cédric va faire une grosse prépa et se préparer en conséquence. Ça fera peut-être un beau combat, même si je vois quand même Salah dominer le fight et gagner, tu vois.
Non, mais je te suis sur le match-up intelligent. Et moi, j'ai dit, parce que j'ai vu beaucoup de manque de respect envers Cédric dans les commentaires, par exemple. Et je disais toujours, oui, il est sur la fin. Oui, il est retraité. C'est plus le Cédric qui avait affronté les Castagno, les Soro. Mais Cédric, s'il se prépare bien, c'est un très, très, très bon boxeur. Donc, faut pas oublier qui c'était, quoi. Tu vois. Et pour finir sur ce thème-là, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de l'anglaise dans le MMA globalement? Parce que Topuria, Dessala, ok, c'est les mecs, tu vois, qui ont vraiment une belle boxe pour le coup. Je sais que je vois aussi des trucs, notamment dans les poids plus lourds, tu vois, light heavyweight. Des fois, je m'étrangle dans mon salon hein, quand je vois certains positionnements. Mais tu vois, tu te dis, les mecs, il y a beaucoup de progrès à faire chez certains mecs sur cette anglaise. Ah ouais, clairement. En fait, c'est ça, c'est que il y a des écarts des fois de niveau en termes d'anglaise, tu vois. Un mec comme ça là, il est largement loin devant certains mecs qui ont limite des niveaux amateurs en anglaise, tu vois. Et c'est pour ça, je l'ai dit aussi, quand Doumbé s'est mis en MMA, parce que Doumbé aussi a une très bonne anglaise et en plus il frappe, je savais qu'il allait faire des gros dégâts parce que les mecs en MMA, enfin la plupart hein, en général, mais il y a certains qui savent défendre, mais ils savent pas très bien défendre debout, quoi. Les coups portés au visage, il y a certains mecs qui ont peut-être jamais pris de vraies droites au visage, tu vois. Et donc ouais, des fois ça fait un peu peur, tu vois. Les gars boxent, combattent la tête levée, ils prennent des coups à tout moment, ça peut être knockdown, tu vois. Après, je sais aussi que c'est un sport très très dur. Il y a beaucoup d'incertitudes dans MMA, ça peut venir dans les jambes, ça peut venir en coup de coude. Donc c'est dur de se focaliser, mais ça progresse. Tu vois, les mecs, ils savent que maintenant, ils doivent aller faire des petits stages en anglaise, des petits stages en kick. Tu vois, bien sûr, il y a la lutte à travailler, mais ils savent que l'anglaise a sa part des choses dans le combat pur MMA, tu vois. T'as raison, c'est-à-dire que bien sûr que c'est pas le même sport, donc il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte en MMA, mais c'est des fois sur certains footwork, des trucs comme ça, je me dis, où les mentons bien levés, tu te dis, bon, il y a quand même des progrès qui sont faisables, sans aller trop loin. Et petite question rapide là-dessus, mais puisqu'il s'est chauffé là-dessus, j'ai ma petite idée, mais je veux que Bilal réponde au grand public là-dessus. Un Crawford bien préparé contre Topuria, ça dure combien de temps, Bilal? Franchement, un round, hein. Ouais. Honnêtement, un round. Honnêtement, je vois pas Topuria. Allez, peut-être deux comme ce qui s'est passé entre Ngannou et Joshua, tu vois, mais peut-être deux rounds, ouais, deux rounds. Le temps que Crawford prenne un peu son temps, ses marques et tout, et après, en termes de contre et tout, ça peut faire très mal, tu vois. Non, mais je suis complètement d'accord. Et je veux dire, parce que souvent, on m'a répondu ça quand j'ai tweeté sur un peu le même thème et on me disait, et ce serait pareil dans une cage. Bien sûr que ce serait pareil dans une cage. Topuria l'éclaterait. Sauf que la différence, c'est que je vois aucun Terence Crawford dire qu'ils veulent aller dans la cage, tu vois. C'est la grande différence. Exactement, c'est que nous, on parle pas de MMA, nous, on les laisse dans Voilà. truc, tu vois, c'est ça, exactement. Chacun son monde. On vient sur toi, Bilal, quand même, parce que c'est aussi très important. Je le disais, numéro 5, classement WBC des middleweight. Comment tu vois la suite, là? Est-ce que tu as déjà des challenges un peu dans les tuyaux? Et est-ce que tu vas être, parce que c'est important de te poser la question à toi, est-ce que tu vas être champion du monde avant la sortie de GTA 6? Waouh, le mec me suis mis la pression. Je fais tout pour, en tout cas. J'essaye de tout faire pour l'être avant la sortie de GTA 6. Bien sûr, en termes de championnat du monde, je veux un vrai championnat du monde, d'une vraie fédé, tu vois. Bien sûr, le top serait la WBC, mais tu connais comme moi les duretés, les complexités de ce sport. Là, je travaille avec ma ville pour un événement dans ma ville, à Nanterre, pour le 18 octobre, donc qui est quasi sûr pour la défense de titre. Donc c'est cool parce que la défense de titre va me permettre de rentrer dans le top 3 de la WBC derrière. Et derrière, après ça, je pourrais peut-être mettre un peu plus de pression à la WBC pour avoir peut-être un éliminatoire ou même un title shot. Ce serait magnifique, tu vois. Mais je pense qu'après ce combat-là, je vais commencer à call out les champions et à aller pousser mon destin un peu plus, tu vois. Je vais pas, même si je suis un gars un peu. Bon, tu connais, moi, je suis extraverti, je suis dans le show et tout. Je suis un mec respectueux, mais là, je pense que je serais obligé d'aller toquer à la porte et aller bousculer certains mecs pour aller demander un championnat du monde derrière, tu vois, parce qu'on me le donnera pas comme ça, je le sais très bien. Ah, bien sûr, on connaît malheureusement ces coulisses-là de la boxe et que le business prévaut souvent sur le sportif. Par contre, moi, j'y vois un avantage, c'est que si tu arrives à rentrer, tu vois, numéro 2, numéro 1, WBC et d'être dans ces positions éliminatoires, contrairement par exemple à un Christian qui l'était, c'est pas Canelo au-dessus de toi. C'est pas un Non, grand. Ouais. en poids moyen, il y a pas grand monde et il y a plus de répartition. C'est-à-dire que chaque champion a sa ceinture.
chaque fédé a un champion, donc il n'y a pas un mec qui régit la catégorie comme le fait Canelo. Donc il y a un peu plus de chance. Il y a Lara qui a la WBA, je crois. Il y a Adames qui a la WBC. Bon, Janibek, lui, c'est un mec où il ne faut pas prendre. Pour moi, chez les poids moyens, c'est le seul mec à éviter, c'est Janibek, tu vois. Ce qu'a fait à Noël, magnifique. Tu vois, il est parti, il a tenté sa chance, mais Janibek, c'est vraiment costaud. Il est chaud, il est chaud. Ouais, il est Ouais, vraiment chaud. Il est vraiment chaud. C'est un Kazakh gaucher qui est dur, qui frappe, technique. Bon, même si après en boxe tout est possible, hein. Bruno Suras nous l'a montré, mais voilà. Donc on va bousculer les choses. En tout cas, de ce qui est sûr, c'est le 18 octobre la défense de titre. On est encore en train de voir pour l'adversaire. On va essayer de prendre le meilleur adversaire possible. Comme je l'explique souvent, moi mon but c'est de boxer les meilleurs. Mais quand on organise un événement en boxe, pour ramener les meilleurs, il faut beaucoup d'argent. Donc voilà, les 10 premiers du classement, ils boxent tous chez eux, ils ont tous un promoteur. Donc si je leur propose de venir à Nanterre, c'est pour vraiment un gros cachet. Donc, et comme c'est moi qui sors le cachet, enfin moi c'est ma ville, quoi, les sponsors et tout. Donc voilà, donc on va essayer de trouver le meilleur adversaire possible pour moi, pour me faire encore plus grimper dans le classement. Et voilà, bien sûr, après il faut gagner, hein. Et tu es conscient que par rapport à ce que tu dis là, qu'une fois que tu seras top 3, top 2, il va falloir aller les chercher chez eux, les mecs? Ah ouais, bien sûr. Ah oui, après moi je vais aller à l'étranger, c'est sûr. Et tu sais que même un Canelo, je vais le call out, hein, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est mon boxeur préféré. Mais je vais tenter ma chance, tu vois. On sait pas de quoi le monde est fait. Je vais même call out Canelo et pourtant c'est pas ma caté, c'est un super moyen, mais voilà, je suis à un âge où voilà, faut pas que j'attende, faut pas que je laisse passer ma chance. Faut la saisir. Voilà, je prends l'exemple encore une fois de Bruno Suras. Tu vois, Bruno, j'étais avec lui 1 mois et demi avant qu'il parte au Mexique, même pas un mois avant qu'il parte au Mexique. Dans ma tête, c'est mon frérot, mais je me disais, purée, il va à l'abattoir, tu vois. Et Bruno, il me disait, non, mais Bilal, moi, j'ai déjà gagné. Je pars là-bas, je ramène mon père, je vais faire kiffer mon père, je vais le ramener au Mexique et tout. Et dans sa tête, il avait déjà gagné. Et après, il crée la surprise. Et après, il se retrouve dans des négociations avec Canelo, tu vois. À négocier sa vie, un là, Canelo. Tu connais ton sport, hein? Tu connais ton sport, une droite, et ta vie, elle change parfois. Et c'est exactement ce qu'a fait Bruno. Et pour rester juste sur ta KT, pour finir, Carlos Adames, tu le disais, c'est le champion WBC aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de lui? Tu te dis, c'est jouable là? Enfin, tu vois, comment tu analyses un potentiel combat contre lui? C'est un boxeur très très dur, très puissant, très technique. Le combat contre Shiraz, pour moi, il a gagné. Pour moi, il s'est fait voler. Ils ont mis un match nul parce que Shiraz, il est avec Turquie. On est d'accord. Voilà, donc franchement, très très fort. Mais je sais qu'il aime pas la pression et moi, je suis un mec qui avance et tout. Donc si je le boxe, voilà, je pense pouvoir être solide et pas tomber face à lui déjà parce que c'est un mec qui frappe fort. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen, tu vois. Même si, voilà, encore une fois, c'est le très haut niveau et j'en suis conscient, tu vois. Mais voilà, à ce niveau-là, ça se joue à des détails. Tout le monde peut taper tout le monde. Tu vois, moi, je suis 5e WBC. Derrière moi, j'ai tout fait sans promoteur et tu le sais très bien. Derrière moi, il y a tous les mecs du top 10, même du top 15, ils ont tous des promoteurs. Des fois, je vois des noms, je suis choqué. Je me dis, putain, ce mec-là, il est derrière moi. Tu vois, je dis, ah ouais. Donc je me dis, voilà, en fait, faut croire en son destin, il faut y aller. Il me reste pas beaucoup de temps. GTA, ça sort dans moins d'1 an. Et puis let's go. Puis t'en parlais, va me créer des exploits pour te mettre Turquie dans la poche là. Hein, faut aller prendre quelques chèques là. Faut aller prendre quelques chèques quand même. Ah ouais, mais Turquie, c'est ça. Et encore, voilà, et c'est ça. Après aussi, dans mon sport, c'est ça. C'est des contacts. Une personne qui connaît Turquie, qui peut lui parler de moi. Et derrière, je boxe là-bas à Riyad ou un truc comme ça. Et après, derrière, tu vois, ta vie, elle change et ta carrière, elle change, tu vois. Ouais, je le sais. Tu sais, il a pris deux de mes petits japonais chouchous, les frères Tsutsumi. Ah ouais. Et tu vois Raito quand il est sur Times Square, il sait pas trop ce qu'il fout là, mais je pense qu'il a pris un bon chèque, quoi. Il préférait être à Tokyo au Korakuen Hall, mais il est très bien là pour le chèque. Pour sortir, eux, c'est les meilleurs exemples. Pour sortir les Japonais de chez eux, c'est qu'ils ont pris vraiment un gros chèque. Parce que eux, déjà, chez eux, ils étaient très très bien payés, tu vois. Ouais, puis en plus, là-bas, ils savent qu'ils construisent bien les carrières et tout. Donc, il faut que tu sois très incité à y aller. Bilal, plein de force. Merci beaucoup pour la présence pour cette première de Grand Talk. Et on sera là, on donnera de la force. 18 octobre pour ta prochaine défense de titre. Quand tu auras l'adversaire, tu nous le donneras, on relayera ça. Et puis on te réaccueillera sur Jab Life avec plaisir. Et quand tu es à Nice, la porte du studio, elle est ouverte. Hein. T'hésites jamais. On se fera une belle émission ensemble. Merci beaucoup, Bilal. À très vite. Ciao, ciao, ciao.